Et balé à Congo. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous le savez, vous n'êtes pas sans ignorer que le social du Congolais est les soucis majeurs de l'actuel régime dirigé par le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Et avec le budget que tout le monde attendait, c'est déjà adopté à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, en face de moi, un habitué de votre magazine, l'honorable Alfred Maïcha, élu du Sud Kivu. Nous allons échanger sur ce sujet d'actualité qui est le budget et les sociales des Congolais. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le budget que tout le monde attendait, c'est déjà adopté 10 milliards de dollars. Selon vous, est-ce que c'est réaliste ce budget ou c'est encore un budget imaginaire? D'où viendront les recettes et comment contrôler ces recettes pour atteindre ce budget? Non, on ne peut pas parler d'un budget imaginaire parce que le budget, c'est la programmation chiffrée année par année de l'ensemble du programme du gouvernement. Donc, le gouvernement confectionne son programme. Et ce programme-là reflète les ambitions du chef de l'État et du chef du gouvernement. Il confectionne le programme du gouvernement. La Constitution dit que le Premier ministre le fait en concertation avec le président de la République. Aussitôt confectionné, on nous le présente à l'Assemblée nationale. Nous le critiquons, nous l'améliorons, enfin nous l'approuvons. À partir du moment où le programme du gouvernement est approuvé, ça devient un contrat social. Parce que nous, nous représentons le peuple. Oui. Le gouvernement dit, dans les 5 ans, j'envisage de faire ceci, cela. Quand il s'adresse à nous, il s'adresse au peuple congolais organisé, représenté. Et nous, représentants du peuple, nous disons au Premier ministre, oui, pour ceci, mais nous souhaitons également que tu ajoutes ça, que tu diminues ça, que tu orientes ça. À la fin, il nous répond. Et lorsque les réponses qu'il nous accorde nous paraissent satisfaisantes, nous votons le programme du gouvernement, nous l'approuvons. À partir de ce moment, c'est un contrat social. Oui, et donc, année par année, le Premier ministre fait une prévision. C'est ça le budget. Oui. Vous m'avez accepté pour mon programme de 5 ans, mais 2020, voici ce que j'ai fait. Il vient, il expose aux élus du peuple que nous sommes. Nous recevons la mouture, nous la lisons, nous l'améliorons. C'est ce que nous avons fait. Mais est-ce que c'est réaliste? D'où viendront les recettes? Pour l'instant, les recettes... On compte sur les minéraux ou bien... Non, quand vous lisez, le budget est un tout. Le budget est un tout. Il indique les recettes internes, les recettes attendues de partenaires bi- et multilatéraux. Tout est prévu. Mais sinon, les mécanismes que nous avons utilisés pour essayer d'améliorer ce budget, primo 1, le budget tient compte de la gratuité, de l'éducation de base. Nous avons accordé un crédit suffisant pour que la gratuité de 2020 soit une réalité dans ce pays. Que nos enfants étudient dans des conditions acceptables. Nous avons, en ce qui nous concerne, au niveau de l'Assemblée nationale, estimé que on ne doit pas continuer à ne parler que des grands. Tout le monde, lorsqu'il veut prendre parole, s'agissant du social, oui, le président Tshisekedi a donné la priorité à l'enseignement de base, coup de chapeau à lui, mais beaucoup plus dans le secteur, notamment du social,
on a l'habitude à ne parler que des grands. Le domaine de la santé, j'ai fustigé moi-même que les gros des intervenants, le gouvernement, comme certains de nos collègues, l'on ne parle que de médecins. Oui, j'en conviens. Il faut améliorer les conditions de travail des médecins. Il y a la grève des médecins, on doit finir les motifs pour lesquels il est fait. Certains médecins n'accèdent pas à la prime de risque, ce n'est pas normal. On doit améliorer pour que tous accèdent à la prime de risque au même moment que nécessaire. Mais je fustigeais le fait que, après avoir parlé du médecin, on croit qu'au niveau de la santé, tout va. Je dis non. Autant nous devons améliorer les conditions de travail des médecins, c'est légitime, mais il faut parler également de l'ensemble du personnel du secteur de la santé, notamment les infirmiers. Je mets quiconque au défi qui a déjà été à l'hôpital, personne n'a mis autant de temps avec son médecin qu'il a mis avec son infirmier. Je trouve injuste que s'agissant de la prime de risque, on s'arrête seulement au seul médecin. Ce n'est pas normal. L'infirmier manipule plus le corps de malade que le médecin. Et donc les risques à courir, notamment des contaminations, il les court tout autant qu'avec le médecin. Et donc pour moi, et je le dis, c'est inscrit, il faut désormais également que les infirmiers comme les médecins participent, n'est-ce pas, au paiement de primes de risque. Merci, honorable. S'agissant, je n'ai pas fini. Je voulais d'ailleurs demander cet élément, que nous puissions suivre d'abord l'élément en votre intervention à l'hémicycle. Après, vous allez conclure en résumé de tout ce que vous avez épinglé. Suivez, chers téléspectateurs. Honorables députés nationaux, je nous propose que, à l'article 16 du projet de loi de finances, soit prévue également une dérogation ou une dérogation en termes de suspension pour la perception de l'IPER uniquement en ce qui concerne cette catégorie de nos mamans, de nos frères et sœurs qui n'ont pas assez de moyens, qui se retrouvent dans la catégorie des exploitants individuels. Honorable Maïcha, vous avez fait 5 minutes déjà. Pour terminer, Madame la Présidente, ce chapitre de gagne-petit, j'aurais aimé également, en lisant le rapport, s'agissant du secteur de la santé, les collègues de la commission ECOFIN, ils parlent très bien de l'amélioration des conditions de travail des médecins. Le Premier ministre également, c'est bon. Je les encourage, je suis d'accord, mais à ces médecins, il faut également associer les infirmiers. Je trouve injuste que les médecins aient la prime de risque, mais les infirmiers n'en aient pas. Alors que les infirmiers également manipulent et courent les mêmes risques que le médecin. S'agissant du secteur de la justice, je trouve également injuste qu'on parle un peu trop de magistrats. C'est vrai. Il faut améliorer les conditions de travail des magistrats, mais pensez aux greffiers également. Pensez aux secrétaires de parquet, pensez également au reste du personnel judiciaire sans lequel il n'y aura pas une bonne administration de la justice. Il en est de même dans le secteur de l'éducation. L'on parle beaucoup plus de professeurs d'université. C'est bon, il faut améliorer leurs conditions de travail, mais en même temps, pensez aux assistants, pensez aux autres du même secteur qui doivent également voir leurs conditions améliorées. Pour conclure, oui, vraiment. Madame la Présidente, votre indulgence. Je voulais conclure en disant un mot sur la fraude fiscale. Dans 30 secondes, j'aurais voulu que nous puissions prendre le courage de demander à notre gouvernement de prendre une réforme efficace dans le secteur de la douane en mettant les tarifs douaniers
à un tarif, à un taux égal à l'ensemble des taux appliqués par les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Parce que si le commerçant congolais sait qu'en dédouanant sa marchandise dans un pays voisin, ça lui coûte 10 fois moins cher qu'en le faisant au Congo, il sera toujours incité de le faire. Mais s'il sait qu'en le déclarant à partir du Congo, ça lui coûte quasiment la même chose que ce qu'il payerait en le déclarant à partir de chacun de nos 9 voisins, il serait amené à ne pas frauder. Quitte au gouvernement maintenant à associer les autres méthodes d'efficacité pour éviter que les paix qui soient perçus ne rentrent plus dans les caisses des individus. Sinon aujourd'hui, Madame la Présidente, honorables députés, chers collègues, notre douane est trop chère pour rien parce que ça sert seulement à enrichir les douaniers, mais dans la caisse de l'État, grand-chose n'y entre. Je vous remercie. Je vois, vous avez parlé sur les personnes vulnérables, les médecins, les infirmiers, les assistants, au lieu des professeurs seulement. Mais vous n'avez pas parlé sur la vie sociale, que tout le monde parle. Je voulais donc, la vie sociale, c'est notamment ça. Les manger de la population. Vous pouvez manger. Si vous n'êtes pas soigné, vous mourrez. Voyez-vous. Nous avons parlé de la justice, vous l'avez vu par les images. Oui. Nous disons, on parle un peu trop de magistrats. On parle de moins en moins des greffiers et autres personnels judiciaires. Ce n'est pas normal. À l'université, on croit qu'après avoir mis le professeur d'université dans de bonnes conditions, tout ça n'est fini, mais les assistants. Et donc, nous devons arriver à faire en sorte que la tension salariale ne soit pas exagérée. D'un grade à l'autre, il ne faut pas que la différence de traitement soit exagérée. Alors et alors seulement, nous pourrions essayer de créer des conditions qui soient favorables à nous. Et la place de la jeunesse honorable? La jeunesse, parlons-en. De tout ce que nous parlons, évidemment, la société congolaise est en majorité jeune. Lorsque on améliore les conditions de travail des enseignants, la majorité, c'est des jeunes. Autant les enseignants que les élèves, c'est des jeunes. Les infirmiers, c'est pareil. Les magistrats, c'est pareil. D'ailleurs, au niveau du magistrat, j'ajoute que nous devrions faire, et moi j'envisage de faire une question orale avec débat au ministre de la Justice. Parce qu'il n'est pas normal que dans certains ressorts, nous avons des juridictions qui ne fonctionnent quasiment pas, faute de magistrats. L'effectif de magistrats ne permet pas à certains tribunaux de composer le siège à l'intérieur du pays, mais paradoxalement, depuis 2010, il y a des jeunes qui ont fini de bonnes études de droit au Congo, qui ont déposé leur dossier au Conseil supérieur de la magistrature. Les uns ont même passé le concours, ils ont même été proclamés gagnants. Mais ils moisissent dans la rue, ils tournent en rond, ils ne sont pas engagés, alors que sur terrain, la carence des magistrats fait que dans certains tribunaux de paix, dans certains tribunaux de grande instance, certaines cours d'appel ne peuvent pas composer. Et donc, nous pensons que c'est une léthargie qui doit s'arrêter. Le ministre de la Justice doit nous dire qu'est-ce qui ne va pas. Ou sinon, alors, qu'il procède tout simplement au recrutement des magistrats. Nous savons que lorsqu'on avait engagé la génération de 2011, 2010-2011, on avait pris d'abord 1000, il y a 1000 autres qui avaient été proclamés satisfaits, mais qui devaient attendre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas été encore recrutés et d'autres non. C'est des questions qui concernent également les jeunes. Donc voilà pourquoi nous disons globalement, nous allons y aller étape par étape. Peut-être que l'année 2020, c'est une année de consolidation de la gratuité comme mesure phare dans le social. 2021 également, on en aura autant, jusqu'à 2023.
Mais il faut ajouter également que le problème des infrastructures préoccupe au plus haut niveau, parce que s'il n'y a pas de route de dessert agricole, nous ne nous en sortirons pas du tout. C'est ainsi que nous avons insisté pour que ce genre de programme, ce genre de projet d'investissement dans le domaine des infrastructures prenne une priorité. Voilà, honorable, merci pour votre intervention, surtout que vous avez vraiment représenté le peuple par rapport aux autres qui ne font que peut-être applaudir. Nous vous disons coup de chapeau en tant que jeunes. Mais aussi, il y a un problème, honorable, par rapport toujours à ces budgets. Nous pensons que c'est aussi minime ces budgets de 10 milliards. Parce que avec tout ce que nous avons comme problème dans notre pays, les audits ne se font pas. Aujourd'hui, des mandataires dans des entreprises ne sont pas contrôlés. Je ne sais pas si avec ces régimes, ça se fera même à l'écart de 3 mois que nous le souhaitons. 3 mois, 6 mois, il faut qu'on puisse auditer les mandataires parce que il y a plusieurs détournements. Vous avez même parlé de fraude douanière. Est-ce que ça sera possible avec ces régimes? Et pour terminer avec la question, 80% des budgets consommés par vous, de l'Assemblée, du Parlement et de la présidence a plusieurs conseillers. Est-ce que la population va bénéficier vraiment de ces budgets concrètement, honorable? J'en conviens. 10 milliards, ce n'est pas le budget que la République démocratique du Congo mérite. Oui. 80 millions de Congolais éparpillés sur 2 345 409 km². Voilà. Ce n'est pas ça le budget que la République mérite. Mais c'est-il que même un voyage de 1000 km commence par un pas. Okay. Nous sommes la première fois d'ailleurs depuis l'indépendance que nous atteignons 10 milliards. Mobilisons-nous à partir de ça, peut-être que l'année suivante, les autres années, l'année suivante, les autres qui vont suivre, nous aurons mieux jusqu'à atteindre ce que nous méritons. Comment faire pour mobiliser les budgets? Oui, j'en ai parlé. J'ai dit au Premier ministre, au gouvernement, que nous devons sortir des sentiers battus. S'agissant de la lutte contre la fraude, notamment fiscale et douanière, le Premier ministre nous a donné des pistes par lesquelles il envisage d'endiguer ces fléaux. Mais j'ai ajouté pour dire, nous devons éviter, n'est-ce pas, de paraître comme si nous restons en train de soigner la fièvre, mais jamais attaquer les microbes. Voilà. Ça sera inefficace. Toutes les mesures suivies par le gouvernement, c'est déjà entendu. Mais nous sommes en train de proposer une réforme courageuse. Il faut que le gouvernement arrive à s'asseoir, et nous les représentants du peuple, pour nous poser la question. Pourquoi les opérateurs économiques congolais recourent à la fraude, surtout douanière? Pourquoi l'opérateur économique congolais qui se trouve à Lubumbashi est tenté de faire traverser frauduleusement sa marchandise à l'exportation pour la déclarer à partir de la Zambie? Parce que le climat des affaires n'est pas favorable. Pourquoi celui qui est à l'Est est tenté de faire de même pour les déclarer à partir du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, plutôt qu'à partir du Congo? Pourquoi celui qui est de l'autre côté préfère faire de même, déclarer sa marchandise à partir de l'Angola, de la République centrafricaine, plutôt que du Congo? Et pourquoi les opérateurs économiques de 9 pays voisins ne sont pas tentés de frauder chez eux pour faire déclarer leurs marchandises à partir de notre pays? Voilà. Voyez-vous, pourquoi à chaque flèche d'aller, il n'y a pas de flèche retour en cette matière-là? La réponse est simple. Notre douane est parmi les douanes les plus chères du monde. Donc ça ne favorise pas les Et malheureusement, le gros de cet argent finit la course dans les poches des individus. Dans la caisse de l'État, pas grand-chose n'y entre. Ça signifie quoi? Qu'au lieu de se limiter aux seules mesures d'encadrement, lutte contre la corruption, informatisation du système envisagées par le gouvernement, c'est déjà bon.
il faut arriver à réformer notre système douanier. Surtout en ce qui concerne la tarification. Si nous retenons une tarification douanière égale à tout ce qui est demandé dans les différents pays voisins, mais nous doublons cette mesure par l'encadrement de ces recettes, de sorte que le peu qui est perçu pour compte de l'État entre directement dans le compte du Trésor public, eh bien, personne ne sera tenté de faire la fraude. Mais si un commerçant congolais qui est en Chine sait que son conteneur, s'il indique qu'il sera dédouané au Congo, il en paye 25 à 30 000 $. Alors que s'il indique qu'il peut le dédouaner dans l'un des pays voisins, ça lui coûte 5 000 à 10 000. À 10 000 à 3 000. Il gagne 20 000 à 25 000 de bonus. Il est tenté même d'associer notre propre douane pour lui faciliter la fraude. C'est ainsi que, s'agissant de Bukavu, ma circonscription électorale, les gens préfèrent dire que leurs marchandises seront dédouanées au Rwanda. Ça leur coûte légèrement 5 000. Ils utilisent encore 5 000 pour le faire traverser sur le dos de maman comme si c'était des marchandises facilement acquises à côté là. Maximum, là où ils devaient payer 30 000. Il arrange ça avec 10 000, il aura fini. Bien, mais si donc il savait qu'il payerait la même chose au Rwanda qu'au Congo, la même chose au Burundi qu'au Congo, à Angola qu'au Congo, en RCA, il ne le ferait pas. Voyez-vous? Et donc à ce moment-là, nous aurons attaqué le microbe. Et quand le microbe, vous l'avez affaibli et même tué, mais la fièvre part d'elle-même. Merci honorable pour cette intervention, mais je vous informe aussi que même des individus qui profitent même des exonérations, par exemple de l'État, des personnes intouchables, pour que leurs marchandises viennent par cette voie-là, mais alors que ça n'a rien à voir avec l'État, rien à voir avec le gouvernement. Mais monsieur le journaliste, mais ça profite à ces individus. Mais s'il vous plaît, mais pourquoi on recourt à ce genre de pratiques de chercher les exonérations? C'est parce que la douane coûte exagérément cher. Je ne vais pas vous mentir que ces exonérations sont gratuites. Ça ne l'a jamais été. Ils mettent quelques sous dans les poches de ceux qui leur signent ces exonérations. Et généralement, c'est à hauteur de ce qu'ils paieraient si la douane était au tarif normal dans d'autres pays. Donc, tout compte fait, notre douane est trop chère pour enrichir les douaniers et pour enrichir certaines autorités dans les attributions de quelle figure la possibilité d'accorder des exonérations. Mais si nous mettons au tarif normal, l'opérateur économique va mettre sur la balance, il réalise combien je dois dépenser pour obtenir le papier ici qui me donne l'exonération pendant une année. Il trouve que c'est presque la même chose que ce qu'il payerait, la douane. Il ne s'engagera pas. Bon. Mais lorsqu'il réalise, je suis un opérateur économique, je peux importer autant de fois par mois, ça me coûte autant. Mais voici un monsieur à qui j'ai remis une petite enveloppe, d'autant j'ai le papier qui me sécurise pendant une année. Il le fera. Nous l'avons encore dit. La valeur d'un homme, en fait, c'est le bonheur qu'il accorde aux autres. Notre DGI elle-même, elle tue les investissements. Une DGI investissement CID, donc qui tue les investissements. Nous avons parlé à l'hémicycle de l'IPR, l'impôt professionnel sur les rémunérations. Ça ne demande même pas d'aller à l'école pour comprendre que l'assiette de cet impôt, ce sont les rémunérations. Et donc les salaires. Donc ne pourrait être assujetti à cet impôt celui qui reçoit les salaires. Que celui qui reçoit le salaire. Et lorsque vous parlez du salaire, là aussi, ça ne demande pas d'être spécialiste pour comprendre que le salaire met en jeu deux acteurs. Un employé et un employeur. Voilà. Lorsqu'il n'y a pas les deux acteurs, il n'y a pas de salaire. Il faut l'appeler autrement.
Mais j'arrive pas à comprendre. Notre DGI qui n'arrive pas à percevoir l'hyper auprès des membres des institutions que nous sommes. Parce que le Premier ministre l'a dit au gouvernement. Voilà. Donc, à la présidence de la République, la DGI n'est pas capable. C'est normal. Jusque-là, de percevoir l'hyper. À la primature, la DGI n'est pas capable de percevoir l'hyper. Au gouvernement non plus. Au Parlement, ici où nous sommes, non, la DGI n'est pas encore arrivée ici. S'il vous plaît, je vais vous étonner. À la DGI elle-même, parce qu'ils sont payés aussi. Voilà. Et ils sont assujettis à cette taxe-là. Le DG de la DGI et l'ensemble du personnel qui la compose ne s'auto-soumet pas à cet impôt-là. Mais cette DGI descend dans le marché, trouve nos mamans qui n'ont pas de capitaux, des jeunes gens qui veulent apprendre à investir, qui n'ont pas assez de capitaux, qui ont de petites marchandises, qui dépeignent, un petit kiosque, une petite boutique, qui ne donnent pas d'emploi à un tiers. C'est vous-même qui travaillez là chez vous-même. C'est cette maman-là qui étale ses pagnes sur un endroit indiqué pour ça, qui a les souliers usagés là-bas. Il paie le salaire à personne. Il reçoit le salaire de personne non plus. Cette DGI qui ne sait pas venir prendre cet argent dans les poches de ceux qui, naturellement, sont assujettis à cet impôt, tracasse ses mamans. Je dis que ce n'est pas normal. Mais c'est votre mission maintenant, honorable, de contrôle. Je considère que c'est même sorcier. Ce genre de pratique, à mon avis, c'est même sorcier que d'arriver à s'imaginer des choses comme ça. Donc je dis et solliciter auprès de l'Assemblée nationale qu'il soit sursis à la perception de l'hyper à l'égard des exploitants individuels. Merci honorable. Je crois qu'avec tout ce que nous avons comme temps, nous ne serons pas tout terminés, mais nous allons chuter en disant que le budget là, ça peut augmenter même à 30 000 si on met du sérieux dans tout ce que vous épinglez, même dans l'eau, même dans Régie des eaux, SNEL. Je crois que l'État aussi ne paye pas l'eau et le courant. Si vous allez vérifier bien, la plupart des autorités, la plupart des membres de l'État ou du gouvernement ne payent pas l'eau et l'électricité. C'est un manque à gagner aussi. Donc si on peut révolutionner aussi les choses, on peut avoir un bon budget pour servir la population. Nous avons un problème des érosions dans notre pays. Si vous allez, ne fût-ce que dans des communes, vous allez voir des cas des érosions. Pour ne parler que Mongafula dans notre circonscription, à Zamba Telecom, l'érosion qui a commencé petit et qui progresse bientôt, ça va arriver à la route nationale. L'État n'intervient pas. Tout ça, le ciment, se produit. Ma bende, se fabriqué dans les métiers. Caniveau pour que maï ya mbula ezala canaliser. Donc ceux qui va sali ba caniveau ya minene Zamba Telecom ils ont un problème soute parce que prince tozanango eza prince ya kalabasala ngo ka pona ko déposer ba carburant na banteno eza boy. Mais ceux qui lelo basali makadam ya bien na niveau parce que ba grand car et comme on le cas facilement. Bagolo ba non désormais basali nzelo ba grand car nyon sezo utaba Congo et les gasubo na matariki ba tay pente et les karamba la moti pompa ti centre ville. Ça sera vraiment facile. Tozo souffrir mingi. Tozo sala depuis kunati koto nyonso o mai. Lokota lisusu boti so komi mois période ya mbula et sala zero net kokita. Soki zelo mati lisusu to sala raboui to mona rapasi makolo ko sala pasi ba miskere do e ko tomboka moete mais awa ezala ki facilité ya koleka to bando le kambala mako directement aux clients au matin et tout droit OK mais awa nde combien to bando le lisusu il faut to sala tout mo ko ibsa mutu ga pesos 1000 francs ako mona eza grave ako pesa 500 na to zo sala na et tour tipo bimawenzi eza grave do ba konza leta bataki la biso likambo oyo to zo souffrir to nyokwama. Est-ce que ce problème d'érosion chez vous au Parlement, ça ne peut pas être traité parce qu'on disait qu'on attend les budgets pour régler ces dossiers des érosions? Non, il ne faut pas prendre un secteur aussi important que ça et le mettre dans les imprévus. Il existe un ministère des Affaires humanitaires.
Mais non, ce ministère va pour voir s'il y a des dégâts matériels et des vies humaines, mais pour l'érosion, il dit que ce n'est pas son domaine. Écoutez, si le ministre l'a dit, nous allons l'interpeller. Justement, le ministre des Affaires... Non, et nous le ferons descendre, parce qu'à ce moment-là, il n'est pas à sa place. Justement. On ne peut pas s'appeler ministre des Affaires humanitaires et répondre dans ce sens-là. Justement, nous avons reçu le ministre... Je souhaite croire que vous l'avez mal entendu. Non. Mais sinon, si c'est ça sa version... Je vous dis, Steve Mbika, il nous écoute dans cette émission. Non, il était à Zamba Telecom. s'il vous plaît. Pour dire s'il y avait des morts... Non, ce que moi j'ai entendu de lui, ouais, c'est qu'il souhaitait que le crédit affecté à son ministère soit amélioré. Parce que, évidemment, le ministère des Affaires humanitaires, c'est comme la SONAS. Quand tu souscris ta police d'assurance, l'assureur ne sait pas évaluer le risque qu'il court. Vous aurez souscrit une police d'assurance aujourd'hui et c'est tout un avion qui tombe demain. L'assureur doit payer. Donc, nous avons donné un crédit au ministre des Affaires humanitaires, mais on ne sait pas se faire l'idée sur la taille des catastrophes que nous pouvons connaître au cours de l'année. Voyez-vous, ce que nous avons vu à Kinshasa ici, ce que l'on a vu à l'Équateur, ce que nous avons vu à Chabunda, au Sud Kivu, ce que nous avons vu à Bukavu, à travers des incendies et des érosions, par moment, ça peut dépasser, n'est-ce pas, les prévisions que nous avons pu imaginer pour l'exercice budgétaire. C'est normal. Mais le ministre doit avoir une capacité managériale. Il y a même une commission ici à l'Assemblée nationale. Oui, ils sont descendus sur le terrain. Moi, je vous parle, je suis notable. C'est la population qui s'apaise ou le ministre? C'est la population... Quand le ministre dit ça, c'est lui qui est à la cuisine. Okay. C'est lui qui sait que le repas qui est ici, par rapport au nombre d'invités que je vois là, il y a un problème. Mais l'invité, lui, il vient, il croit qu'il sera servi. C'est aussitôt assis qu'il se rend compte. Si Steve Mbika a lancé un cri d'alarme, le ministre, c'est parce que lui voit l'ampleur de la chose. Par rapport au bilan du chef de l'État, de votre régime actuel, est-ce que, bien que le chef de l'État n'a pas encore lancé le message à la nation, est-ce que c'est positif ou négatif? Parce que l'insécurité ne finit pas, le Koulouna ne finit pas jusqu'à présent. Non, je ne me voile pas de face. Je suis député national de l'UNC, donc de la plateforme CASH, plateforme présidentielle. Le bilan du président de la République, nous attendons. Bientôt, il est annoncé le discours sur l'état de la nation. C'est depuis 2006 que l'option de la gratuité de l'éducation, ou du moins de l'enseignement de base, est consignée dans la Constitution. Mais c'est seulement maintenant qu'on en parle. Et je suis convaincu que si Félix Tshisekedi n'était pas président, si l'alternance politique ne s'était pas opérée au sommet de l'État, en tout cas les amis du régime précédent, ce n'est pas sur ça qu'ils allaient commencer. Vous avez parlé de l'insécurité, oui, ça y est, et on doit les combattre. Mais je crois que les efforts qui sont en train d'être fournis maintenant, s'ils avaient été fournis il y a 5-10 ans, Tshisekedi n'aurait pas rencontré des ADF à Béni. Parce que c'est presque sûr que celui qui vient après lui ne les trouvera plus là-bas. Et même le Koulouna, la capitale. D'ailleurs, ce matin, avant de venir, Top Congo a annoncé la reddition du général des ADF à Béni, aujourd'hui. La traque, la pression militaire a pesé sur lui au point qu'il s'est rendu. Et l'armée nous informe jour par jour combien ont été attrapés, combien se sont rendus, combien et combien. Et nous pensons que, parce que ça ne recule plus, le chef de l'État a dit, je m'y mets, je vais m'y mettre, et on le voit,
dans un temps record, on peut arriver à endiguer cette situation à Béni. Tout en regrettant évidemment qu'on ait attendu autant d'années et qu'on ait attendu de perdre autant de morts. Donc, tout le temps maintenant que la police, les services de sécurité, ANR et consorts perdaient derrière les dos des opposants, je crois qu'on doit les capitaliser et on va les capitaliser pour sécuriser nos populations. Et c'est lui des autorités en charge de la sécurité qui ne comprend pas ça, mais nous allons les sortir tout simplement. Nous sommes très heureux de vous recevoir et surtout que vous avez toujours été disponible à parler aux jeunes, à conscientiser les jeunes, même à votre base. Nous voyons les images, comment vous êtes accueillis. Mais nous vous rassurons que la population attend de ce régime le changement, surtout sur les sociales. Nous voyons quand même les sanctions qui tombent déjà, c'est encouragé et ça doit continuer. Ceux qui ont bien travaillé, même les mandataires qui ont bien travaillé, je crois qu'ils peuvent être reconduits, mais ceux qui n'ont pas bien travaillé, ils peuvent être remplacés pour ne pas... Si je ne m'abuse pas, oui. Rien qu'à Kinshasa, ici, il y a 2 ministres en prison. Oui. Un ancien ministre des Finances, un ancien ministre de l'Intérieur de la province de Kinshasa, oui, en prison. N'est-ce pas? Oui. Il y a peu, on ne pouvait pas rêver ça. À l'intérieur aussi, même les conseillers, il me semble. S'il vous plaît, si je ne m'abuse pas, il y a un haut collaborateur du chef de l'État en prison. Il y a peu, c'était inimaginable. D'autres vont les rejoindre. Ça doit se faire. Je dis bien, j'ajoute, d'autres vont les rejoindre. Qui? Je n'en sais rien. Je ne cite pas les noms. Mais le président Tshisekedi, il est l'héritier de son père sur le plan idéologique. Pour lui, le peuple est d'abord. Voyez-vous? On dit qu'il promet beaucoup. D'ailleurs, il ne promet pas assez. Il fait. Il y a peu, depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, quel est le collaborateur d'un chef de l'État qui a fait la prison? Pour faute de gestion. Et pour autant qu'il ne le faisait pas. Non, c'est un signal qu'il fait. Il dit, vous regardez cet homme, mon tout proche collaborateur, il est là. Et vous? Merci, donc, je voudrais demander à nous tous qui avons la charge de la gestion de la chose publique. Le Parlement que vous voyez ici, il va faire descendre des ministres. Ils vont descendre des mandataires. Ce n'est pas parce que vous avez une majorité à l'Assemblée que vous croyez que tout est acquis. Non. Mais sinon, nous disons, nous avons une coalition au pouvoir que nous devons consolider. Il n'est plus question de nous injurier mutuellement. Le peuple ne va pas nous coter sur ma capacité à injurier un partenaire ou sa capacité à lui à m'injurier moi. On va nous juger sur notre capacité à transformer les conditions de vie de nos compatriotes. C'est en train de venir. Ça va venir encore mieux davantage chaque jour. Nous souhaitons donc qu'il y ait de la confiance entre les acteurs et eux-mêmes d'abord. Nous n'envoyons pas des militants dans les institutions. Que vous soyez de CAJ, de FCC, au gouvernement, vous êtes un ministre de l'État congolais. Vous devez veiller à l'amélioration des conditions de vie, y compris de l'opposition. Voyez-vous? Merci. Et vous ne lirez pas et ne traiterez que des dossiers qui viennent de votre famille politique. Non, 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 non. Nous devrions donc distinguer nos cadres que nous aurons détachés de nos partis pour les affecter au service de la nation et les bilans c'est d'ici. Merci honorable. Nous attendons aussi de vous, députés, de toquer des portes des mandataires sur, par exemple, les audits. Vous dites, je viens, monsieur le DG, justifier cela. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ça peut se faire aussi. Non, non, c'est le... Non, non. Le député qui veut auditer, on envoie la demande au bureau. Le bureau forme une commission. Il peut utiliser nos commissions permanentes. Il y a ECOFIN, il y a PAJ, il y a.
Tout comme on peut créer une commission spéciale. Nous voulons que ça puisse exister. Ok, pour aller dans tel secteur, et le rapport vous amène. Merci honorable d'être le nôtre aujourd'hui. Il y a également les questions orales, il y a les interpellations, voilà. Il y a beaucoup de mécanismes mis à la disposition du parlementaire que nous sommes pour exiger que la gouvernance soit à la hauteur des ambitions de notre régime. Merci honorable. Je vous demanderai aussi de tenir compte de l'érosion de mon quartier en tant que notable à Zamba Télécom, dans la commune de Mongaba. Soyez-en rassurés. Regardez les images. Soyez-en rassurés. Merci honorable. Merci bien. Merci. Yahweh, Yahweh, bénisse Congo. Yahweh, Yahweh, batelani Congo. Yahweh, Yahweh, bénisse Congo. Yahweh, Yahweh, batelani Congo.